Monsieur Ahmed, commençons. Donc, vous étiez cadre ministériel en Algérie dans les années 80, puis expert onusien dans les questions environnementales. Pouvez-vous nous dire plus sur votre parcours et ce qui vous a conduit à l'ONU? Ah, d'abord, j'ai été simple ingénieur au ministère de l'Environnement, enfin, le ministère chargé de l'environnement, parce qu'il n'y avait pas de ministère de l'Environnement à proprement parler dans les années, la fin des années 70, 80 et 90. Maintenant, je crois qu'il y a un ministère de l'Environnement et de la qualité de la vie, Masha'Allah, comme on dit. Et par conséquent, j'étais d'abord simple ingénieur, puis chef de bureau, et par la suite sous-directeur des études de l'environnement. Je suis climatologue de formation, mais en rejoignant justement cette structure de l'environnement, j'ai d'abord été membre du conseil du Comité national pour l'environnement. C'était un comité de consultation pour Mohamed Siddiq Ben Yahya, Allah yarhamou. Et nous avions donc, en tout cas, ma sous-direction avait pour tâche d'abord de faire le constat euh, de toutes ces pollutions et nuisances, mais surtout les pollutions, puisqu'on parlait d'industrie, et de tout ce qui était établissement classé. Comme c'était entendu à l'époque de la protection civile, donc tout ce qui était point de vue hygiène et sécurité. Mais en même temps, ça a évolué pour donner lieu d'abord à une loi sur la protection de l'environnement. Donc, j'étais l'un des co-rédacteurs de cette loi sur l'environnement qui a été signée par Chadli en 1980 et qui avait soulevé beaucoup de débats, soit au niveau de l'Assemblée populaire nationale, soit au niveau des ministères, du secrétariat général du gouvernement. À l'époque, il y avait quand même, je dirais, des échanges sur un certain nombre de questions qui restaient en suspens au niveau de le projet de loi pour la protection de l'environnement. Et ce n'est qu'après pratiquement 17 mois d'aller-retour, secrétariat général du gouvernement. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a longtemps, M. Ferdjiwi, qui était secrétariat général du gouvernement, qui nous avait beaucoup aidé justement à faire en sorte que ce débat se tienne, soit au niveau, donc, comme je le disais, de l'APN, soit dans d'autres institutions, notamment les ministères qui étaient les plus concernés, que ce soit l'industrie, que ce soit le ministère de l'énergie et d'autres ministères aussi, la santé notamment. Et donc, cette loi est sortie. C'était pour nous, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça pouvait représenter pour nous qui étions des pionniers de l'environnement. Quand on parlait environnement à l'époque, c'est tout juste si on ne se moquait pas de nous. On était un peu fleur bleue, si j'ose dire. On nous prenait pour des écologistes, alors que moi, je récusais ce terme. Moi, je disais, je veux bien être un scientifique de l'environnement, mais écologiste, ça me paraissait un peu juste dans ce que nous faisions, dans ce que nous essayons de faire. Et donc la protection de l'environnement a été pendant longtemps un vrai combat. Et vous pouvez imaginer aussi qu'après cette loi, il fallait sortir beaucoup de décrets d'application. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu des décrets d'application, notamment le plus important, pour lequel je suis vraiment fier, mais qui est aujourd'hui malheureusement piétiné, c'est le décret sur les études d'impact sur l'environnement. Et ceci faisant, j'avais créé avec un ami à l'université de Babzouar un module qui s'appelait étude d'impact sur l'environnement. C'était quelque chose de fascinant. Là, je me suis retrouvé donc directeur du programme le plus important de l'ONUDI, puisqu'il s'agissait de permettre aux pays en développement de respecter leurs engagements vis-à-vis de plusieurs conventions internationales, notamment le climat, surtout la protection de la couche d'ozone, donc le protocole Montréal, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et également sur la biodiversité. Donc, c'était des conventions très importantes.
et que l'Algérie avait ratifié dans son ensemble. Mais dans l'application, peut-être qu'on en parlera si vous le souhaitez, qu'avait été la réaction de l'Algérie. En tout cas, en ce qui concerne ma direction, nous avions été en mesure de mettre en œuvre plus d'une centaine de projets en Algérie pour un montant qui équivalait à l'époque de 150 millions de dollars, dont certains ont été une grosse réussite. Je peux citer des exemples comme l'énième à Tizi Ouzou, à qui nous avions donc converti toutes les chaînes de production, que ce soit des congélateurs, des réfrigérateurs et tout, qui utilisaient des substances qui apportent la couche d'ozone. C'est un projet de 6,5 millions de dollars qui était un très grand succès. Je ne sais pas ce qui est devenu l'énième, mais à ma dernière visite, il y a très longtemps, malheureusement, c'était un exemple remarquable d'une industrie qui était dirigée par je dirais, non seulement de grands commis de l'État, mais de grands ingénieurs, de grands scientifiques. Et franchement, c'est quelque chose pour laquelle nous devions être fiers. Il y avait également l'aînier, il y avait beaucoup d'industries en Algérie qui étaient concernées. Et bon, voilà, je veux pas, parce que si je continue comme ça, l'interview sera terminée bientôt. L'ONIM Voilà est à peu toujours près. dépendante. L'ONIM est toujours dépendante des aides de l'État. Au jour d'aujourd'hui, à chaque fois, on parlait d'une enveloppe injectée du Trésor public à l'ONIM. Et ça fait sujet de débat entre ceux qui soutiennent encore l'idée de la nécessité de maintenir ces entreprises publiques malgré leurs difficultés, ou et qui voit que le problème de ces entreprises publiques, ce n'est pas le savoir-faire ou la concurrence qui est rude aujourd'hui, mais beaucoup plus un problème de gestion qu'on peut régler, qu'on peut gérer. Il y a aussi l'intervention toujours politique dans la gestion de ces entreprises publiques qui fait défaut. Et ceux qui voient que l'État n'a pas à investir dans le secteur de l'industrie, etc., et qu'il faut fermer ces entreprises publiques pour gagner, pour permettre ou pour alléger un peu Le fardeau de trésor l'État. public, le fardeau de l'État. Voilà. Bon, je ne veux pas rentrer dans les considérations politiques ou de gestion, mais une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, en tout cas dans les années 90, l'ENIEM produisait des réfrigérateurs, des congélateurs, des climatiseurs qui étaient même exportés vers l'Allemagne. Donc, c'est la marque Toshiba qui était une référence de qualité et qui avait, je crois, un taux d'intégration, si ma mémoire ne trompe pas, de pratiquement 70%, ce qui était d'ailleurs très remarquable. Donc, si vous voulez, on revient, on continue sur les projets économiques algériens, puisqu'il y a un autre projet que vous avez, là, vous avez longtemps critiqué, c'est le projet d'Amizour, le projet du zinc d'Amizour. Vous pouvez nous résumer un petit peu ce projet? Oui, résumé, si je peux dire, parce que d'abord, c'est un projet qui est assez ancien, puisqu'il date du début des années 2000, et à l'époque, c'était déjà une compagnie australienne qui s'appelle Theramine. Et puis par la suite, vu les difficultés financières qu'avait Theramine, elle a dû s'associer à un groupe chinois pour faire une sorte comment dirais-je, de projet mixte et avec la participation algérienne. Bon, là aussi, on peut en parler. Mais je dois dire une chose, c'est que euh, vous êtes certainement au courant de la nouvelle loi minière qui donne aujourd'hui une participation jusqu'à 80% des entreprises étrangères. Eh bien, je vais vous étonner pour Tala Hamza. C'était déjà le cas il y a plusieurs années.
puisque Terramine avait pratiquement 70% de participation dans ce projet. Ne me dites pas pourquoi, c'est quelque chose qui, à la limite, est très étonnant. Et puis par la suite, quand les Chinois sont rentrés ce projet-là, c'est descendu à 40-30. Et puis après, je crois que maintenant, pour sauver les apparences, c'est 49-51. Mais déjà à l'époque, ce qui est tout à fait surprenant, Terramine avait 70% de participation dans le projet Tel Hamza. Malheureusement, ce qui s'est passé au fil du temps, d'abord, il faut que vous sachiez que cette mine est une mine connue de l'époque coloniale déjà. Mais ce qu'on disait, en tout cas les archives montrent que c'est une mine dont le minerai est composé de plusieurs autres minerais. Dont l'extraction était bien sûr possible, mais dont le raffinage allait être très coûteux. Pourquoi? Parce qu'il fallait séparer plusieurs minéraux, dont certains n'étaient pas, si j'ose dire, concernés par l'industrie à laquelle était destiné soit le plomb, soit le zinc, et donc étaient considérés comme non rentables. Ce qui fait que à l'époque coloniale, ça a été oublié. Puis c'est revenu sur le tapis en le considérant comme le troisième plus grand site minier au monde. Ce qui est quelque chose d'hallucinant parce que c'est pas du tout le cas. On n'est pas dans cette grandeur. Mais bon, je crois qu'en Algérie, on est habitué maintenant à dire le plus beau, le plus grand, le plus géant, le plus je sais pas quoi. Et on le classe comme le troisième. Je ne sais pas par quel miracle ce site minier se classe troisième, mais certainement pour des considérations politiques qui font croire que c'est un site minier qui va sauver l'économie de l'Algérie. On en est loin et même très loin. Je vais vous donner simplement des chiffres. D'abord, l'investissement, c'est à peu près 400 millions de dollars, grosso modo, y compris l'investissement chinois. Tout en précisant que l'expropriation se fera sur le coût de l'État algérien. C'est l'État algérien qui a promis que l'expropriation se ferait, que le groupe sino-australien n'aurait à débourser aucun centime, sans parler des exemptions de taxes, etc., qui ont rendu, si j'ose dire, l'exploitation de cette mine intéressante, du moins d'un point de vue financier. Et il n'y a qu'à se référer d'ailleurs à l'interview donnée il n'y a pas longtemps par le PDG de Terramine, et qui disait que c'est une aubaine pour Terramine, c'est même le flagship, l'étendard désormais l'étendard de Terramine. Pourquoi? Parce que Terramine est dans des difficultés financières énormes. Ils étaient prêts même à déposer le bilan et par conséquent, on sait par quel miracle l'Algérie confie à une compagnie telle que Terramine un tel projet. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je me suis rapproché du ministère de l'Environnement et des Mines australien, puisque je compte des amis au sein de ce ministère. Vous savez, la réponse qui m'avait été donnée, mais pourquoi diable êtes-vous allé vers Terramine, qui est pratiquement inconnu et qui n'a pas les moyens financiers pour un tel projet, alors que les grands groupes miniers australiens sont très connus et qui ont des capacités autant technologiques que financières reconnues. Mais bon, ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre moi-même. Et on a parlé même de Terramine qui a vendu des actions au groupe chinois. Vendre des actions au groupe chinois sur le dos de l'Algérie, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas du tout approprié, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe.
Et puis, le PDG de Terramine, dans son interview, parlait de rendement, de bénéfices, de facilité de transport vers le port de Béjaïa, de l'eau qui existe sur le site, de l'électricité, du gaz. Donc, toutes les facilités possibles et imaginables pour un groupe qui ne s'attendait pas à cette aubaine. Et j'aimerais dire aussi une chose, des mines de ce genre, il y en a partout dans plusieurs pays, mais au vu des expériences qu'il y a eu dans l'exploitation de ces mines dans des sites préservés, où il y a une nappe phréatique, où il y a une population, etc., on a fini par ne plus accepter ce type d'exploitation. Et ben en Algérie, non. La vallée de la Soumam, qui est une vallée d'abord qui est reconnue comme d'importance biologique importante et classée par la Convention de Ramsar, et qui d'ailleurs interdit toute exploitation au niveau de cette vallée. Mais en Algérie, malheureusement, c'est pas le cas. Et l'Algérie a ratifié la Convention de Ramsar, il faudra le préciser. Donc, malheureusement, comme je le disais, ces 400 millions de dollars d'investissement, pour à peu près le double comme rendement de cette mine, ce qui est tout à fait insignifiant pour un pays comme l'Algérie. Qui va bénéficier de ces 400 millions de dollars de rentrée minière? C'est appliqué auparavant puisque l'étude d'impact n'a pas été faite selon le décret sur les études d'impact. Comme je vous le disais, un décret dans lequel je suis fier parce que j'ai été, comment dirais-je, le rédacteur de ce décret. Et nous avions formé des gens pour ça. Et c'est assez étonnant. Donc, d'un point de vue économique, ce qu'on nous raconte n'est pas du tout collé à la réalité. Les quelques centaines d'emplois ce seront des mineurs en grande partie, avec, je dirais, un appui, je dirais, logistique et peut-être de techniciens chinois, peut-être australiens, mais encore, je pense que ce sera surtout chinois. Mais Terramine est une entité, une compagnie qui n'a pas de capacité financière, qui n'a pas, je dirais, les capacités, les compétences aussi d'un point de vue minier. Et on se demande qui est derrière tout ça. Et encore une fois, je vous invite à écouter l'interview du PDG de Terramine. Et moi, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, monsieur, cher monsieur, l'Algérie n'est pas une république bananière. Vous ne pouvez pas venir avec vos grands sabots nous raconter n'importe quoi. Et il ne parle ni d'expropriation, ni d'environnement, ni de ce que va devenir le site par la suite. On va nous laisser, je dirais, un champ détruit, donc toute la vallée de la Soumam qui va être affectée. Et ce qui est bizarre, ça aussi il faut que je le dise, j'ai contacté les industries qui sont en aval de ce projet. Je ne vais pas citer leurs noms, mais vous les connaissez toutes. Eh bien, on leur disait, attention, l'eau que vous utilisez pour fabriquer vos produits, notamment laitiers et autres, eh bien, va être polluée. Et est-ce que vous n'allez pas réagir? Eh bien, personne à ce jour n'a osé réagir. On se demande quel est vraiment l'attachement que nous avons à notre patrimoine naturel, à notre biodiversité et surtout à la santé des populations. Ce que ça va provoquer comme pollution et nuisance, c'est quelque chose d'inimaginable. Et encore une fois, les exemples dans le monde existent et montrent que des dizaines et des dizaines d'années après, on retrouve dans le sang, notamment des enfants, dans leurs cheveux, des traces de plomb, des traces de zinc, des traces de métaux lourds, tout simplement, et qui font frémir tous ceux qui s'intéressent à cette question-là. Donc, pourquoi toucher à ce joyau de la nature? Il faut préciser aussi que la vallée de la Soumam
est le plus grand aquifère du nord du pays. C'est le plus grand aquifère nord du pays. Alors, pourquoi s'attaquer à cet aquifère? Pourquoi le polluer? Il y a, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a, je crois, deux ou trois jours, j'avais lu un, un article, je ne sais plus sur quel média algérien, qui parlait de stockage des déchets. C'est comme ça qu'on traite les déchets en Algérie, juste le stockage. C'est-à-dire que ces déchets-là, il faut savoir que les déchets de mine représentent 90% du minerai extrait, pas voire plus. C'est-à-dire que la partie minerai elle-même, elle n'est pas importante par rapport au terril, donc aux déchets que cela va générer. Donc, nous aurons des montagnes de déchets qu'on va stocker et la solution, c'est des bacs de stockage. C'est quelque chose d'hallucinant et d'inacceptable. En tant qu'Algérien, en tant que citoyen, je dénonce cette attitude-là et je la qualifie même de criminelle et vous pouvez écrire ça de ma part. Peut-être c'est le nombre de postes d'emploi que peut créer ce projet qui laisse les gens un peu indifférents par rapport aux questions écologiques. Vous savez bien que la région de Kabylie souffre quand même de problèmes de Oui, chômage. mais quel genre d'emploi, c'est Wanouran? Quel genre d'emploi? Des mineurs, des emplois de mineurs. C'est-à-dire, on va envoyer de pauvres Algériens sous terre aller creuser pour le bien de deux entreprises étrangères. Et il faut préciser une chose, c'est que tout est fait pour l'exportation. C'est-à-dire que ce minerai-là va être concassé, donc broyé, concassé au niveau du site, ce qui va produire, comme je le disais, des montagnes de déchets. Et après, tout ce qui est broyé et concassé va être transporté sur route vers le port de Béjar. Donc, vous pouvez imaginer les va-et-vient incessants que cela va créer au niveau de toute la zone. Sans parler encore une fois de la pollution de l'air, soit au niveau de l'extraction, soit au niveau de la trituration donc du minerai à ciel ouvert, parce que le broyage et le concassage se feront à ciel ouvert, donc des poussières de métaux lourds, etc., à n'en pas finir et qui vont donc non seulement polluer la faune et la flore, donc tout l'écosystème, toute la biodiversité extraordinaire qu'il y a sur ce site, mais également la santé des populations. Alors pour une poignée de gens qu'on va employer, quand je dis une poignée de gens, c'est 100 à 200 mineurs. Est-ce que ça vaut le coup de détruire tout ce site-là? Il faut préciser aussi que les trois villages les plus concernés ont signé des pétitions, mais on les a menacés. Et aujourd'hui, bien sûr, on essaie de faire peur à tous les habitants au niveau de cette région. Ils parlent d'expropriation, on ne sait pas trop sur quelle base. Qu'est-ce que par exemple, quelqu'un qui a une ferme ou qui a des terres agricoles va être compensé de quelle manière, où est-ce qu'ils vont habiter. Ça reste quelque chose d'inacceptable et qui, pour moi, encore une fois, est un acte criminel au sens, c'est un écocide doublé d'un impact sur la santé des populations que je récuse d'une manière véhémente. Encore une fois, je l'ai précisé dans plusieurs émissions en parlant de ce sujet. Je ne suis pas contre l'exploitation des mines, je ne suis pas contre l'exploitation de la richesse du pays, mais pour peu qu'on soit capable de le faire nous-mêmes, pour une industrie algérienne, donc que ce soit sur un socle industriel pour créer de la valeur ajoutée. Ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui est pour donc l'exportation. Donc on continue dans cette économie de rente après les hydrocarbures. C'est la rente minière et on voit ce qui est en train de se passer à travers tous les contrats qui sont signés, y compris le gaz de schiste, qui revient sur la table. Est-ce que pour une poignée d'employés, nous allons encore aussi hypothéquer les zones du Sud et notamment l'Albien? L'Albien est une richesse immensément importante pour l'Algérie. Je vais vous faire une confidence.
j'ai travaillé à un moment donné en tant que consultant après ma retraite avec un groupe américain de stratégie globale et qui relevait d'ailleurs du département d'État, ce qui a fait que je me suis un peu détaché de ça parce que les objectifs de cet institut étaient strictement américains et je n'étais pas là pour, je dirais, nourrir les intérêts américains. C'est pas mon rôle. Mais dans les archives de cet institut qui est à Washington, j'ai trouvé une étude sur l'albien donc du Sahara tout entier et qui consistait à dire que c'est une richesse pour le futur de l'eau potable pour les États-Unis. Donc, quelque chose qui est considéré comme d'intérêt stratégique pour les États-Unis. Alors, grâce, ayons ça à l'esprit, n'allons pas encore hypothéquer, je dirais, l'avenir de toutes les générations à venir. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très sensible parce que, en parlant notamment du gaz de schiste, dans beaucoup de pays, on refuse l'exploitation du gaz de schiste. Allez voir, et je suis allé voir, je peux vous en parler, des sites d'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis. C'est une véritable catastrophe, c'est un désastre. Et aux États-Unis, où soi-disant, ils ont mis toutes les capacités pour protéger l'environnement, même si ce n'est pas le cas, nous le savons. Et aujourd'hui, il y a des zones complètement sinistrées aux États-Unis même. Imaginez donc ces compagnies américaines, ExxonMobil ou Chevron, venir donc gratter le sol du Sud. Est-ce qu'elles prendront en charge nos inquiétudes quant à l'albien, quant aux populations, parce que ça va créer des pollutions énormes. Il faut savoir que d'abord, c'est la fracturation hydraulique, donc c'est fracturer la roche, et avec beaucoup d'eau, des quantités phénoménales d'eau. Et là, on dit, il n'y a pas de problème, nous avons de l'eau. Comme si cette eau-là appartenait à ces gens qui décident, et surtout beaucoup de produits chimiques pour séparer donc ce gaz et le faire remonter comme fluide par la suite. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, demeure un acte incompréhensible. Que se passe-t-il en Algérie? Pourquoi sommes-nous en train de nous précipiter vers ce type d'économie, encore une fois l'économie de rente qui ne veut pas s'arrêter parce que nous avons l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est gérer la rente. Et le pays ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Maintenant que nos ressources puissent être d'intérêt pour nos industries, pour nos infrastructures, je suis entièrement pour, bien sûr, en protégeant l'environnement, parce qu'aujourd'hui, les technologies existent, les moyens existent, et il faut la volonté pour ça, pour qu'on fasse cohabiter justement cet intérêt économique avec la nécessité de protéger notre environnement. D'ailleurs, aujourd'hui, je dirais, le concept environnemental a énormément évolué. Et si à l'époque on parlait d'équilibre nécessaire entre la protection de l'environnement et l'industrie ou le développement, tout simplement, on a évolué en allant vers ce qu'on appelait le concept de développement durable. Aujourd'hui, ça a encore évolué pour dire que l'environnement est la priorité avant tout développement durable. Donc, c'est vous dire que combien les choses ont évolué et chez nous, on reste encore dans ce concept de oui, l'économie, le développement, etc. est nécessaire. Peut-être, mais dans des conditions pareilles, ce n'est pas possible. Et nous n'avons pas, je dis, nous n'avons pas les moyens de contrôler toutes ces multinationales qui vont venir. Parce que les contrôler pas simplement juridiquement, mais aussi techniquement, scientifiquement, des projets industriels aussi importants, ou bien encore une fois le gaz de schiste, etc., vont nécessiter des moyens de mesure, d'analyse, d'examen, de contrôle parfois quotidien. Qu'avons-nous pour justement faire en sorte que ces multinationales respectent leurs engagements?
On peut quand même concilier les besoins économiques, le besoin de développement économique de l'Algérie dans le contexte surtout actuel où l'Algérie a vraiment besoin de diversifier son économie et sortir de la dépendance de l'hydrocarbure avec les exigences environnementales, non? Oui, tout à fait d'accord. Mais si c'est pour sortir du carcan hydrocarbures pour rentrer dans un autre carcan des mines, une sorte de la rente vers la rente, là, ça ne va plus. Maintenant, si c'est pour construire une industrie pérenne, comme nous l'avions espéré dans les années 70 et 80, moi, je connais le tissu industriel algérien. Il était tout à fait honorable. Il était dirigé par des compétences algériennes, de grands ingénieurs, de grands techniciens que j'ai connus et dont beaucoup je rencontre à l'étranger qui ont quitté. Je peux vous donner des exemples à foison d'industries qui étaient très performantes. Complexe machine agricole de Blabbès, machine outil de Constantine, le complexe cycle et moteur de Guelma, la leverie de Bouche-Gouf, l'énième que tu citais auparavant, l'énier de Blabès, l'usine Zeng de Razaouet, l'usine de mercure de Azaba, le complexe sidérurgique d'Annaba, le complexe engrais phosphaté d'Annaba, toutes les belles cimenteries qui étaient gérées par des Algériens. Et j'ai encore en tête les noms des directeurs de ces cimenteries. Je ne comprends pas que se passe-t-il. Apparemment, tout est parti. Il n'y a pas longtemps, un ami me disait la leverie de Bouche-Gouf est fermée. C'était un bijou de technologie. C'était un projet, une usine entièrement en cycle fermé. C'est-à-dire qu'elle ne rejetait rien du tout. D'ailleurs, moi, j'étais parti là-bas à l'époque parce qu'il y avait eu un rejet. Donc, il y a eu une canalisation qui avait éclaté, qui a donc provoqué une pollution au niveau de l'oued, je me rappelle plus, je crois que c'est l'oued Bouche-Gouf d'ailleurs. Sinon, tout est en circuit fermé. Les usines détergents, Ain Temouchent, chez le Romlaïd, Rouiba, c'était quelque chose pour moi, c'était une fierté. La coutellerie de Bob Jemnael qui produisait des couteaux, tout ce qui était ménagère et tout, qui était remarquable. Je parle pas des usines textiles qui aussi produisaient même des costumes qui avaient une certaine qualité. Et je ne comprends pas que s'est-il passé. Où sont passées toutes ces industries? Quelle est cette malédiction qui a frappé l'Algérie? Moi, qu'on me dise que toutes ces industries vont fonctionner notamment avec des produits, par exemple, miniers, par exemple, la coutellerie de Borjmnel va fonctionner avec notamment de la galvanoplastie dont les produits viennent des mines, comment dirais-je, ça aille vers une industrie, encore une fois, un socle industriel solide pour l'Algérie. Je suis pour à 100%. Mais bien sûr, nous avons aussi formé beaucoup d'ingénieurs en environnement, notamment le génie de l'environnement. Que ces jeunes-là, tous ces étudiants qui ont été formés soient utilisés justement à bon escient. Mais à ce moment-là, je suis désolé, moi, quand je vois un bureau d'études qui se réclame de l'environnement et qui nous fait une étude d'impact sur l'environnement telle d'une page et demie, je dis honte à vous. Vous n'avez pas le droit comment dirais-je, de déclarer ce projet comme n'étant pas nuisible à l'environnement, alors que c'est tout son contraire. C'est tout sauf ça. Et moi, c'est un peu ces choses-là que je récuse. Moi, je souhaite le développement tout azimut de mon pays. Au contraire, et croyez-moi, les compétences, elles existent. Alors, je ne vous dis pas les compétences qu'il y a à l'étranger, des Algériens qui peuvent apporter J'aime. Bon, on sait tous ce qui est arrivé aux anciennes entreprises publiques, au secteur public de manière générale en Algérie. On sait ce qui s'est passé après la restructuration industrielle en Algérie. Ma question, existe-t-il aujourd'hui un modèle spécifique au développement durable, spécifique à la réalité algérienne, c'est-à-dire
en préservant, tout en répondant aux besoins d'un pays, à la recherche d'une voie pour le développement économique. Depuis 62 à ce jour, on n'arrive pas à trouver encore cette voie qui nous mène vers le développement économique, surtout hors hydrocarbures. Et toutes ces exigences environnementales dont vous parlez maintenant. Oui, écoutez, d'abord, il faut dire une chose, c'est pas qu'on n'arrive pas à trouver, on ne veut pas trouver. Les solutions ont toujours existé. Moi, je vous parle de ma propre expérience. Tous les rapports que nous avions faits, notamment en matière d'environnement vis-à-vis de l'industrie, et qui montraient qu'effectivement, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le rapport Horizon 2000 qui avait été piloté par le regretté Gilles Elidiabes, auquel j'avais été mêlé moi-même, qui était un modèle de rapport qui montrait effectivement qu'est-ce qu'il fallait faire pour se dégager de la dépendance des hydrocarbures. Et c'était en 1990. C'est-à-dire, nous sommes à 35 ans après. On cherche encore. Non, on ne cherche pas parce qu'on ne veut pas chercher, on ne veut pas trouver les solutions. Il n'y a pas de modèle économique de développement durable à proprement parler si on ne met pas la volonté politique avec, si on ne dit pas qu'on est là pour protéger, pour développer le pays. Parce qu'on peut développer, protéger le pays ensemble. C'est quelque chose qui est tout à fait plausible, qui est tout à fait, encore une fois, je le dis, je le répète, les technologies qui consistent à protéger l'environnement existent, elles ont évolué énormément. Il y a aujourd'hui des usines où on peut éventuellement ne produire aucune pollution. Vous savez, les cimenteries par voie sèche, comme nous l'avions préconisé à l'époque pour toutes les cimenteries qu'il y a en Algérie, Chlef, Meftah, Hadjar Soud, etc. Eh bien, toutes ces cimenteries étaient par procédé sec. La seule qui était à procédé humide, c'est celle de Raïs Hamidou, qui devait être fermée parce que c'est une technologie qui était obsolète. Mais enfin, pour toutes celles qui étaient à voie sèche, on pouvait produire du ciment sans qu'il y ait un seul gramme de poussière émis dans l'atmosphère, parce que tout repart dans le circuit. Le clinker qui devrait sortir, donc c'est à peu près entre 10 à 15% de la production qui en principe sort vers l'atmosphère, eh bien, il repart dans le circuit. Donc les solutions ont toujours existé, notamment chez nous avec l'utilisation du gaz naturel au lieu du charbon, au lieu du diesel, etc. Nous avons même une énergie qui est plus ou moins de transition, qui est considérée comme propre. Le gaz algérien est le moins soufré parmi tous les gaz du monde. Et je ne comprends pas pourquoi ce cimenterie, par exemple, avait toujours des fuites. Donc, à chaque fois que nous allions là-bas, nous avions obtenu même des dons pour remplacer les filtres, les électrofiltres, les filtres à gravier. Par exemple, Chlef, si mes souvenirs sont bons, c'était des investissements qui dépassaient les 8 à 10 millions de dollars pour améliorer la filtration. Et pourtant, les problèmes demeuraient parce qu'à chaque fois, il y avait une pièce détachée qui manquait, qu'on n'arrivait pas à obtenir de l'extérieur parce que la devise n'était pas disponible. Je peux pas vous parler de tous ces problèmes-là parce que j'ai vécu moi-même. Mais à chaque fois, on essaie de trouver des solutions hors de l'Algérie. C'est-à-dire on essaie de trouver même des dons, soit l'Union européenne, des dons notamment au niveau du gouvernement canadien. On a tenté plusieurs choses. On a formé aussi des techniciens pour une meilleure gestion de tous ces systèmes de filtration. Vous voyez, par exemple, l'épuration des eaux usées en Algérie, qu'elles soient de type industriel ou biologique, donc organique, donc les déchets ménagers et tout, eh bien, je ne sais plus combien de stations d'épuration ont été construites en Algérie, mais celle d'Alger, par exemple, était aussi un bijou de technologie. Le type de floculation qui existait, il n'existait pas dans beaucoup de pays. Eh bien, on me dit que cette station d'épuration est à l'arrêt. Et je comprends pas, je comprends pas.
Oui. J'allais vous poser la question sur cette option de dessalement d'eau. Est-ce que c'est la meilleure solution pour faire face aux problèmes de stress hydrique auxquels fait face l'Algérie? Oui, je vais vous ramener vers justement ce fameux rapport Horizon 2000 de l'époque. On parlait déjà de dessalement d'eau de mer parce que c'est une option qui est quelque chose de tout à fait faisable, même si elle est énergivore, il faut le savoir. Il faut savoir que pour produire de l'eau dessalée, de l'eau douce, ça nécessite une grosse dépense en énergie. Ceci et bien sûr sans parler des émissions de CO2 pour laquelle l'Algérie s'est engagée à travers l'accord de Paris à réduire. Mais le dessalement d'eau de mer n'est pas la panacée. C'est un appui à toutes les solutions. D'abord, l'Algérie a des bassins versants qui doivent être mis en valeur partout où ils existent et surtout de l'entretien parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de nos barrages se sont envasés, donc perdus à jamais. Vous savez, quand un barrage est envasé, le désenvaser coûte aussi cher qu'un nouveau barrage. Ceci dit, il y a aussi ce qu'on avait appelé à l'époque les grands transferts d'eau, notamment de l'Albien, donc du sud vers le nord. Et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, on a l'exemple de la Libye. On peut dire tout ce qu'on veut, mais les grands transferts d'eau en Libye ont été d'abord un chantier gigantesque, mais quelque chose qui, malheureusement, la Libye n'a pas su poursuivre dans cet élan, mais qui aurait pu régler une bonne partie des besoins en eau de la Libye. Donc, qu'on fasse des transferts en eau du Grand Sud, enfin du Sud plutôt, enfin de l'Albien vers le Nord, avec toutes les précautions que l'on doit prendre d'un point de vue donc dessaler, parce il faut quand même dessaler cet Albien. Il y a des endroits où c'est très salé, mais c'est loin d'être le dessalement d'eau de mer, donc c'est moins coûteux. Mais surtout, faire en sorte que ce soit une gestion rationnelle, qu'on ne fasse pas non plus un transfert massif où on va donc vider l'Albien. Mais encore, les études aujourd'hui, et je vous parle sous le sceau d'un rapport que j'ai lu encore une fois à Washington, euh, le, 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 comment dirais-je, cet albien se régénère. On ne sait pas comment, mais il y a une régénération par des sources d'eau qui ne sont pas encore bien connues, qui sont enfouies très profondément dans le sol et qui régénèrent dans l'albien. Mais il faut faire des études pour connaître la capacité de régénération parce qu'il ne s'agit pas non plus de vider l'albien. Mais on parle quand même de 6 000 milliards de mètres cubes. C'est une véritable mer intérieure. Donc, il faut certainement la préserver, mais la gérer d'une façon rationnelle. Donc, Quelles sont les autres solutions que peut utiliser l'Algérie pour mieux gérer ses ressources en eau pour il y a énormément d'autres solutions. D'abord, une gestion rationnelle de l'eau. C'est quelque chose qui est comment dirais-je, incontournable. D'abord, les systèmes de canalisation dans les grandes villes, etc., laissent à désirer. Et ça, à Alger, déjà, on parlait de 40% de cette eau-là qui fuyait, qui partait comme ça dans la nature. Donc, il y a une gestion donc, de tous les réseaux de distribution en eau. Il y a aussi les techniques agricoles qui vont minimiser d'une manière extraordinaire. On le voit dans beaucoup de pays. Bon, je ne vais pas vous citer le cas d'Israël, qui est très connu, mais qui a une gestion de l'eau qui est remarquable. En Hollande, pourtant, ils n'ont pas de problème d'eau, mais ils arrivent à faire. Vous savez, la Hollande est un tout petit pays et qui arrive d'abord à satisfaire tous ses besoins agricoles, mais qui arrive à exporter le triple de sa production agricole. Et qu'est-ce qui empêche pas la toute cette sécheresse technologie? Non, 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 en non, Algérie? c'est vrai, mais ils ont une gestion de l'eau qui est tout à fait remarquable. C'est-à-dire les consommations d'eau ont été réduites de 90% dans certains cas.
Je ne sais pas si vous imaginez ce que cela représente. Donc, il y a des technologies qu'il faut s'approprier. Nous sommes au 21e siècle. Et nos agronomes, et Dieu sait qu'il y en a, et j'en ai connu, et de grands agronomes, beaucoup de grands noms me viennent à l'esprit, et qui parlaient déjà à l'époque de toutes ces technologies, de toutes ces techniques, justement, et c'est ça là, une politique de l'eau. La politique de l'eau ne consiste pas à mettre à la disposition des gens de l'eau, mais à gérer toutes ces capacités, à mobiliser des capacités supplémentaires à chaque fois, et surtout, et ça c'est un projet qui était le nôtre pendant même le début dans les années 60, le barrage vert, donc stopper l'avancée du désert, parce que c'est une catastrophe. Nous perdons chaque année pratiquement, je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'est en milliers d'hectares qui sont perdus chaque année à cause de la désertification. Et il faut stopper cette saignée. Je ne comprends pas, comprends pas. Donc voilà, encore une fois, moi je suis pas un spécialiste de l'eau, mais j'en parle lorsque moi-même je me suis intéressé à ces sujets-là. Et donc les solutions existent. Et il ne faut pas qu'on reste cantonné à des solutions de facilité. Moi, Une autre question, c'est une autre question non, qui préoccupe et qui préoccupe le monde entier d'ailleurs, c'est la transition énergétique. Vous pensez que l'Algérie peut réussir cette transition et sortir absolument. du pétrole au moins à moyen terme? Tout à fait. S'il y a un pays parmi les pays au monde qui peut réussir une transition énergétique avec beaucoup de succès, c'est bien l'Algérie. Nous avons d'abord l'énergie solaire, c'est certain, mais aussi l'énergie verte. À partir du solaire, on peut produire donc de l'énergie verte. Et toutes ces solutions existent. J'entends les dirigeants parler, dire nous avons, mais si vous regardez les chiffres qu'on nous donne, ils sont ridicules par rapport aux capacités de l'Algérie. Moi, quand on parle de quelques mégawatts de ceci ou de cela, soyons sérieux, les besoins énergétiques de l'Algérie. Et bon, on peut parler aussi de ce fameux projet Desertec, qui était, pour moi, je me souviens, il y a eu même une réunion ici à Vienne où le ministre de l'énergie à l'époque, je crois qu'il s'appelait Youssef ou quelque chose comme ça, lui-même n'était pas convaincu du projet Desertec. Alors qu'on lui avait dit, et moi le premier, que voilà, Desertec, C'était Yosfi, non? Youssef, voilà, merci, voilà. Voilà. Eh bien, il a dit non, non, on ne va pas accepter les conditions des Allemands parce qu'ils exigent 25% de la production pour eux-mêmes, alors qu'ils mettaient 400 milliards de dollars sur la table. Vous vous rendez compte? Mais ils mettaient aussi la technologie, ils mettaient aussi un formidable outil de création d'énergie qui n'existerait nulle part ailleurs. Bon, je ne veux pas discuter des questions politiques. Moi, je ne suis pas un politicien. Mais tout ce que je sais, c'est que, à mon avis, c'est une opportunité qu'on a gâchée. Et bon, qui peut être bien sûr toujours remise sur le tapis, mais avec combien d'années de retard? Moi, cette réunion dont je vous parle, c'était en 2005-2006. Vous vous rendez compte, ça fait pratiquement 20 ans. C'est à cause des moyens financiers énormes qu'exige cette transition énergétique, ces investissements dans l'énergie solaire ou autre énergie, hydrocarbures qui poussent les Algériens peut-être à retarder encore l'échéance. Oui, Parce que, vous oui. savez, nous sommes trop souverainistes, c'est ça. C'est à chaque Quel souverainisme, Wanouren. Vous voyez Ben, le nouveau projet je les refuse l'endettement. la nouvelle loi sur les mines, elle n'est pas du tout souverainiste. Au contraire, c'est un abandon de souveraineté. Alors là, je ne vois pas. Il y a toujours effectivement ce prétexte de souverainisme.
qui fait que non, Finaya, moi je me souviens de Youssef Yousfi qui me disait, moi je permettrai jamais que l'Allemagne prenne 25% d'emblée comme ça de notre énergie. On fait le projet et à nous de décider. J'ai dit, mais attendez, ils vont mettre 400 milliards de dollars et ils n'exigeront rien en retour. Moi, je comprends pas. Il y a une logique économique qui m'échappe. Mais bon, ça encore une fois, c'est un débat pour lequel je ne suis pas très compétent. Dernière question peut-être, Monsieur Minette. Bon, est-ce que vous êtes satisfait de la situation environnementale au niveau mondial, pas seulement en Algérie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis optimiste quand il s'agit de la lutte contre les pollutions et nuisances dans beaucoup de pays. J'ai eu cette chance de visiter, je crois, 120 pays dans ma carrière professionnelle à l'ONU, même en Algérie, quand j'étais en Algérie. Effectivement, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de technologies nouvelles qui sont appliquées. Les industries ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui, moins consommatrices d'eau, moins consommatrices d'énergie, moins émettrices de CO2, de méthane, etc. Mais d'un point de vue, si je dois parler d'un point de vue global, d'abord toutes ces guerres qui existent. Vous savez, j'ai l'habitude de donner un exemple frappant. Tous ces bombardements qu'on voit qu'ils ont été en Irak, au Yémen, en Syrie, aujourd'hui en Iran, à Gaza et tout, provoquent des émissions, notamment de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, euh, d'une manière ahurissante, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que le protocole de Montréal a essayé d'éliminer. Donc, c'est vous dire que les guerres sont aussi un facteur déstabilisant, destructeur d'écosystèmes et destructeur de populations. Ça arrive. Bien sûr, quand on voit aussi ce qui se passe dans beaucoup de pays pauvres, parce que le mot en développement n'est pas du tout approprié. Là aussi, je vois la pauvreté, la misère et tout. Où est l'environnement dans tout ça? Où sont les écosystèmes? Ils n'arrivent même pas à protéger leurs propres écosystèmes parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de rogner sur leur propre écosystème. Mais aussi un élément qui est fondamental, une étude à laquelle j'ai contribué aussi, c'est qu'aujourd'hui, cela fait pratiquement plus de 3 ans, il faut que les gens le sachent aussi, que nous consommons plus de capital qu'il n'en se régénère. Ça, c'est très grave. Ce qui veut dire que plus on va dans le temps et moins de ressources il y aura pour le monde parce qu'il y aura moins de régénération de ressources, qu'elles soient halieutiques, qu'elles soient d'un point de vue sylvicole, qu'elles soient d'un point de vue hydraulique, qu'elles soient d'un point de vue terre arable, etc. On consomme beaucoup plus ce capital qu'il n'en s'en régénère et ça, c'est très grave. Et bien sûr, l'autre point qui est très important, c'est les changements climatiques. Vous savez, chaque année, il y a une messe sur le climat où souvent tous les chefs d'État viennent pleurer en disant qu'il faut sauver notre planète, comme si on veut nous faire croire d'ailleurs, et j'ai écrit un article à ce sujet, que seules les émissions de gaz à effet de serre sont un problème sur cette planète. Ce n'est pas vrai du tout. Les émissions de gaz à effet de serre, effectivement, contribuent au bouleversement climatique, mais ils ne sont pas les seuls. C'est toutes les activités humaines qui contribuent justement à bouleverser le climat, parce que le climat fait partie de cette planète, et cette planète-là, elle est agressée de toutes parts, pas simplement par les émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, on voit très bien que toutes les décisions qui sont prises, les accords historiques dont on nous parle, eh bien, au bout du compte, ne règle pas le problème, puisque aujourd'hui encore, on parle on dit qu'on est loin des accords de Paris, ne serait-ce que déjà le retrait des États-Unis une deuxième fois des accords de Paris avec Trump et toutes les émissions de gaz à effet de serre et notamment l'utilisation des énergies fossiles
qui ne s'arrête pas. Donc aujourd'hui, on est encore une économie basée pratiquement d'une façon exclusive sur le fossile. Or, le fossile est bel et bien le grand émetteur de gaz à effet de serre. Mais encore une fois, c'est toute la planète qu'il faut guérir et non pas simplement les gaz à effet de serre. Et donc, toutes ces messes annuelles auxquelles, bon, à mon grand regret, je participe, même si à Dubaï, je dois vous avouer que j'ai quitté au deuxième jour et j'ai même fait appel à tous mes amis qui étaient à Dubaï de quitter parce que c'était encore une conférence qui était inutile et qui faisait dans le blablabla, si j'ose dire. Mais bon, moi, je ne suis qu'un citoyen du monde. Et donc, c'est ça, voilà, si je peux, si je crois avoir répondu à votre question, quel est Merci, l'état du merci monde? Monsieur Minette. Je rappelle que vous êtes expert onusien en matière environnementale. Vous êtes établi en Autriche. D'ailleurs, nous avons réalisé cet entretien avec vous à partir bon, avec les moyens de Zoom à partir d'Autriche. Vous êtes dans quelle ville? Non, non, là, je vous parle d'Espagne, je suis désolé. Ah, d'Espagne, d'accord. Vous êtes en Oui, Espagne oui, actuellement. Mais oui, vous oui, êtes établi en Autriche, c'est ça? oui, oui, je suis établi à Vienne, oui, oui. D'accord, à Ça Vienne, fait à 32 Vienne. ans maintenant. OK. Oui, oui, très OK. bien. Merci, merci, Monsieur Menad. Merci, Monsieur Je vous en Sehman. prie. À la Merci, prochaine. merci de l'opportunité à Texas. Merci.